Salut les noobs, comment ça va aujourd'hui? Alors oui, je sais, le micro il est là, mais quand il y a des soucis, on règle comme on peut. Bref, avant d'entamer le sujet de cette vidéo, je vous informe que j'ai enfin mon Utip. Ça y est, après des mois d'attente, c'est bon. Mais je vous parlerai de tout ça dans une petite vidéo dédiée, ne vous inquiétez pas, et je vous expliquerai par la même occasion pourquoi je procède comme ça. Bref, je pense que vous êtes une partie à en avoir entendu parler, une énième console qui se veut concurrente de la PS4 et de l'Xbox One. Je parle de la Madbox, une console qui serait développée par Slightly Mad Studio, j'espère que je le dis bien, les gars derrière Project Cars. Je ne veux pas rentrer dans les détails, pour le moment on verra si ça vaut le coup d'en faire une vidéo dédiée ou si la console sera une énième console morte-née. Du coup je me suis dit qu'il serait sympa de vous parler de ces consoles qui n'ont malheureusement jamais vu le jour, et je parie que dans le lot il y en a forcément une que vous connaissez pas. Let's go! Dans le début des années 2000, la société californienne Indrema ou Indrema, je sais pas trop comment on dit, va tenter sa chance dans la guerre des consoles qui fait rage. Pour rappel, Sega perdra la bataille en 2003. Mais ça ne les effraie pas, et ils vont tenter leur chance avec la L600. Quand on sait que Sony et Microsoft se tirent la bourre pour être le meilleur vendeur, suivi par Nintendo, on se demande comment une nouvelle console peut venir bousculer cela. Indrema va faire le choix de proposer une console, tenez-vous bien, intégrant une web TV, un magnétoscope numérique, un lecteur DVD, un lecteur MP3, une puissance équivalente à la Xbox, des émulateurs intégrés, un kit de développement gratuit open source et surtout un noyau Linux. Indrema va quasiment tout baser sur ce dernier. Par exemple, vous auriez pu développer votre jeu sur PC équipé de Linux pour le transférer après sur la console et tout ça de façon gratuite. Malheureusement, tout ne va pas aussi bien se dérouler, seulement 4 jeux annoncés, peu de communication qui ne va pas attirer de grosses boîtes de développement, et un manque d'argent feront qu'on ne verra jamais la console, Indrema fermera même ses portes. Et oui, pour les plus jeunes, Panasonic fut un temps développa des consoles de jeux, la 3DO, la morte-née M2 ou la moins connue Panasonic Q. Oui, tout ça, ça ne vous parle peut-être pas, parce que ça n'a pas forcément été un gros succès. La Panasonic Q, qui est ni plus ni moins qu'une GameCube avec un lecteur DVD, ne restera que sur le sol japonais. Malgré tout ça, Panasonic essaye encore, plus récemment en octobre 2010, ils avaient pour projet de sortir une console portable sous le nom de Panasonic Jungle. Une console portable dédiée aux jeux en ligne. Si elle avait vu le jour, la Jungle aurait été la première console portable de chez Panasonic. Mais ils abandonneront le projet en raison de l'évolution du marché et de leur propre orientation stratégique. Atari a connu de beaux jours dans la fin des années 70, début des années 80. Surfant sur le succès de leur Atari 2600 sorti en 1977, ils vont sortir l'Atari 5200 en 1982 qui sera leur premier échec. Puis pour concurrencer Nintendo et Sega, ils sortiront l'Atari 7800 en 1986, mais elle trouvera peu de place entre la NES et la Master System. En collaboration avec Floor2, Atari va travailler sur deux nouvelles consoles dans le début des années 90, la Panther et la Jaguar. La Panther se voulait être une console 32 bits et la Jaguar 64 bits. Sauf que le développement de la Jaguar va beaucoup plus vite que la Panther et Atari va décider d'abandonner le projet Panther pour se consacrer exclusivement à la Jaguar jugée plus prometteuse. LOL, je dis ça parce qu'on sait tous, ou du moins pour la majorité, le succès qu'a connu la Jaguar. Pas si j'ose le dire, mais l'un des plus gros flops de l'histoire des consoles de jeux. Pour en revenir à la Panther, la malheureuse ne restera qu'à l'état de dessin. La Neptune de Sega n'est ni plus ni moins qu'une Mega Drive intégrant le 32X. Et qu'est-ce que le 32X, me diront certains? C'est ce genre de champignon bizarre là, qu'il fallait rajouter sur votre Mega Drive pour soi-disant augmenter la puissance. Ouais, parce que la différence était vraiment pas flagrante. Et comme les joueurs attendaient plus la sortie de la Saturn, ça fait que le 32X s'est très peu vendu, 665 000 unités environ, ce qui va pousser Sega à laisser tomber le projet Neptune pour se concentrer sur la Saturn. Pareil, on connaît un petit peu son succès. Sega encore, mais avec un concept qui était novateur pour l'époque, le Sega Virtual Reality. Annoncé en 1991, c'est un casque VR au look futuriste, prévu pour être vendu environ 200 $, écouteurs stéréo intégrés, détection des mouvements, 4 jeux annoncés, mais dans les années 90, on maîtrise pas bien cette technologie, et malgré une présentation au CES, Sega abandonnera le projet en disant que les jeux étaient tellement réalistes que les joueurs pourraient se blesser en y jouant. Mais un peu plus récemment, l'ancien patron de Sega avouera que Sega n'arrivait pas à résoudre les problèmes de nausée chez les joueurs, car à cette époque il était difficile de synchroniser les mouvements de la tête avec les mouvements dans le jeu. Voilà mes petits noobs pour ces consoles auxquelles vous ne jouerez jamais. Alors est-ce que vous en connaissiez au moins une? Dites-moi tout ça en commentaire ou sur les réseaux sociaux, laissez un petit pouce bleu aussi, et si vous avez 30 secondes, allez faire un petit tour sur mon Utip. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, sur ce portez-vous bien, ciao bye bye.